Salut les sapiens! Le muscle grand fessier est le muscle de tous les records. Muscle le plus volumineux, muscle le plus puissant, muscle le plus fort, muscle le plus confortable pour s'asseoir, muscle le plus dissimulé et muscle le plus érotique. Il a fait dire, entre autres, à Buffon, dans une formule qui, tirée de son contexte et rapportée à notre époque dégoulinante de Moraline, est plutôt maladroite. Les fesses n'appartiennent qu'à l'homme. Évidemment, il ne s'agit pas là d'une saillie masculiniste misogyne d'un tenant du patriarcat, mais d'une formule qui vise à constater que la morphologie du muscle grand fessier est unique en son genre dans le règne animal. Et du coup, nous allons voir ça avec l'anatomie descriptive du muscle grand fessier. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que je mets à votre disposition gratuitement un PDF contenant les illustrations qu'on va utiliser dans cette vidéo et les autres vidéos du muscle grand fessier. Si vous en avez besoin pour réviser ou pour suivre cette vidéo, eh bien c'est très simple, vous cliquez sur le lien dans la description, vous abonnez à la newsletter et vous obtiendrez le PDF en question. Allez, sans plus attendre, on y va! Le muscle grand fessier est le muscle le plus superficiel de la région fessière. C'est également le muscle de tous les records, entre guillemets. C'est le muscle le plus volumineux de l'organisme, le plus puissant et le plus fort. Et malgré cela, eh bien, il est difficile de trouver une pathologie emblématique du grand fessier, puisque vous savez que j'essaye toujours de faire le lien entre une structure anatomique et des éléments d'anatomie pathologique ou clinique. Et là, en l'occurrence, effectivement, pour le grand fessier, eh bien, je n'en trouve pas qui soit vraiment caractéristique de ce muscle, comme par exemple, on peut dire que le syndrome de l'essuie-glace est caractéristique du muscle tenseur du fascia lata, et que par exemple la démarche de Trendelenburg est emblématique du muscle moyen fessier et aussi du petit fessier. Voilà. Notons néanmoins que de par sa disposition, qui vient recouvrir donc la partie la plus superficielle de la région fessière, eh bien, il va être au contact de la tubérosité ischiatique et également de la face postéro-inférieure du grand trochanter, et que du coup la face profonde du muscle grand fessier va donc être en contact quasi direct avec ces deux saillies osseuses, ces deux éminences osseuses, et que du coup on a à cet endroit-là des bourses de glissement assez importantes, et comme toute bourse, elles peuvent être le siège d'une inflammation qui sera effectivement assez douloureuse, et du coup effectivement on en dira un mot à la fin de cette vidéo. Donc sans plus attendre, on va s'intéresser aux origines de ce muscle. Donc ce muscle est un muscle plat, constitué, disposé de deux couches, l'une profonde et l'une superficielle. Donc on va d'abord s'intéresser aux insertions d'origine du muscle. Tout d'abord, effectivement, je vais d'abord m'assurer que le micro est bien allumé parce que... Voilà. Tout d'abord, je vais représenter les structures ligamentaires importantes qui vont nous intéresser. Donc ici, on va représenter le ligament sacro-tubéral, ici, en avant duquel on va retrouver ici le ligament sacro-épineux, qui va délimiter donc l'espace de la grande échancrure sciatique et de la petite échancrure sciatique. Et donc ce seront des repères qui nous seront utiles pour nous intéresser à la vascularisation et l'énervation du muscle. Donc on peut également placer ici le ligament sacro-coccygien latéral et éventuellement le postérieur qui unit les deux cornes donc, du même côté, donc la corne du sacrum ici et la corne du coccyx du même côté à droite. Donc également ce que l'on peut représenter, c'est la surface de recouvrement de... Enfin, c'est l'aponévrose fessière profonde, donc c'est l'aponévrose de recouvrement du muscle moyen fessier qu'on ne représente pas ici. Voilà, donc ici on a l'aponévrose
fessière profonde qui sera elle-même recouverte, comme on le verra, par l'aponévrose fessière superficielle, autrement appelée fascia lata. Donc maintenant qu'on a disposé les éléments ligamentaires, il nous en reste un au niveau que je place tout de suite, comme ça c'est fait. C'est la cloison intermusculaire latérale ou externe, qui siège ici à la partie toute postérieure du muscle vaste latéral ici. On va représenter tout de suite. Voilà, donc cloison intermusculaire latérale. Donc qui s'insère sur la lèvre externe de la ligne âpre, juste en arrière du vaste latéral. Maintenant que les structures ligamentaires qui vont nous intéresser sont placées, eh bien, on va revenir aux insertions d'origine du muscle grand fessier. Donc, je vous l'ai dit, on a une couche profonde tout d'abord, qui va du coup s'insérer premièrement au niveau ici de la fosse iliaque externe, en arrière de la ligne glutéale postérieure et donc en avant de l'épine iliaque postéro-supérieure et de l'échancrure interépineuse ici. Et ensuite également, on va avoir au niveau de la couche profonde une insertion sur le ligament sacro-tubéral. Également, alors ici, je n'ai pas représenté les structures fibreuses plus annexes, plus anecdotiques, comme la bandelette de Champenois, qui est en partie représentée ici, sur lequel quelques fibres du faisceau profond, du feuillet profond, vont venir s'insérer. J'ai oublié de mentionner en termes de disposition ligamentaire, ici, les ligaments sacro-iliaques postérieurs et la couche des ligaments, notamment ilioconjugués, sur lesquels justement le muscle grand fessier, sa couche profonde, vont venir s'insérer. Et donc tout particulièrement sur les 2e, 3e et 4e ligaments ilioconjugués ici. Comme ceci. Et ensuite, en dehors de ces ligaments, on va avoir des insertions sur les tubérosités, donc postéro-externes, comme on les appelle en ancienne nomenclature, qui sont les tubérosités en fait de la crête sacrale ou sacrée latérale. Ici. Voilà, donc on a des insertions de la couche profonde ici. On a également une insertion profonde qui va se faire sur la face, enfin sur l'angle inférolatéral du sacrum, ici. Et ensuite, on va avoir également une insertion qui va se faire donc sur le ligament sacro-coccygien latéral et sur la face postérolatérale du coccyx ici. Et pour finir, autre structure fibreuse décidément que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est le raphet ano-coccygien ici, donc qui est tendu de la pointe du coccyx jusqu'au sphincter anal externe, qui lui aussi va donner des insertions pour la couche profonde du muscle grand fessier. Donc voilà pour ces insertions les plus profondes. Nous allons maintenant nous intéresser aux insertions d'origine de la couche superficielle qui va se faire, donc je vais prendre une autre couleur qu'on peut facilement distinguer, éventuellement en orange ici. On aura donc sur le quart ou le 5e postérieur de la crête iliaque au niveau du versant externe. Donc ici, on a effectivement, hop, comme ceci, une insertion.
On a également une insertion qui va se faire donc sur l'aponévrose de recouvrement ici du muscle moyen fessier, donc l'aponévrose fessière profonde. Et ensuite, on va avoir ici, alors ça va être ici, donc sur la crête sacrée médiane, par l'intermédiaire de l'aponévrose lombosacrée, qu'elle va constituer, qu'elle va aider à constituer, puisque l'aponévrose lombosacrée va être composée, entre autres choses, par les fibres aponévrotiques d'insertion donc de la couche superficielle du muscle grand fessier, et également on peut rajouter en muscle principal par les fibres d'insertion sacrée, sacro-iliaque, du muscle grand dorsal. Hein. Et donc effectivement ici, par l'intermédiaire du fascia, enfin de l'aponévrose lombosacrée, pardon, eh bien on a le point de départ de l'insertion de la couche superficielle du muscle grand fessier. On a également ici sur la corne latérale, la corne du sacrum. Voilà pour les insertions. On peut rajouter également, pardon, excusez-moi, les insertions ici sur donc les tubérosités ou les tubercules postéro-internes en ancienne nomenclature, qu'on appelle maintenant les tubercules de la crête sacrée ou sacrale intermédiaire et principalement donc sur la partie inférieure de cette crête. Donc voilà pour les insertions d'origine du feuillet, enfin de la couche superficielle. Nous allons maintenant nous intéresser à la terminaison de ce muscle, et aux terminaisons devrais-je dire, puisque vu que le muscle s'organise en deux couches, eh bien effectivement il va y avoir une terminaison pour la couche profonde qui va se faire au niveau osseux via le fémur, puisque effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais les insertions d'origine du grand fessier sont iliaques, sacrées et coccygiennes, alors que les insertions terminales sont fémorales, mais aussi sur le fascia lata qu'on a déjà évoqué. Donc, terminaison de la couche profonde sur le fémur, donc terminaison osseuse, par des fibres aponévrotiques d'ailleurs, par des lames tendineuses, et insertion superficielle du feuillet de la couche superficielle qui va se faire au niveau du fascia lata, comme on le verra après. Donc des insertions tendineuses qui se font donc pour le feuillet profond au niveau du grand trochanter et de la diaphyse du fémur. Donc on va représenter ces lames tendineuses qu'on peut diviser en trois parties. On va avoir ici le feuillet, ou la lame tendineuse terminale qui est plutôt en provenance de la partie supérieure de la couche profonde, donc la partie iliaque, donc qui va se faire sur la tubérosité glutéale, ou autrement appelé donc tubercule du grand fessier, ou autrement appelé encore le troisième trochanter. Et donc en fait ensuite on va avoir une lame tendineuse qui va se terminer au niveau de la lèvre externe justement de la trifurcation de la ligne âpre. Vous savez qu'à la partie supérieure de la ligne âpre du fémur, on a du coup la zone de trifurcation, c'est-à-dire qu'on a une lèvre interne ici, une lèvre intermédiaire ici et une lèvre externe. Donc on a une trifurcation, alors qu'en bas on a la bifurcation de la ligne âpre. Et donc, autre lame tendineuse ici du fessier, en avant du petit trochanter ici, on a effectivement au niveau de cette trifurcation sur la lèvre externe, eh bien on a une autre insertion qui est plutôt l'insertion des fibres sacrées du grand fessier couche profonde. Et enfin, on va avoir une dernière lame tendineuse qui va se faire sur la lèvre externe
de la ligne âpre, et également cette terminaison va déborder largement sur la cloison intermusculaire latérale qu'on a déjà représentée en avance. Donc ça, c'est la lame tendineuse qui reçoit justement les fils musculaires plutôt en provenance, on va dire, du coccyx et du raphet anococcygien. Et aussi les parties les plus basses, du coup, donc assez ligamentaires. Donc, effectivement, ensuite, donc on a, si on représente ici, voilà, l'insertion du muscle grand fessier pour sa portion profonde. On a donc à la fois la partie supérieure qui est donc sur la face postéro-inférieure du grand trochanter au niveau donc du tubercule fessier, le tubercule du troisième trochanter. Ensuite, ligne externe de trifurcation et ensuite effectivement la troisième lame tendineuse s'insère sur la ligne âpre en dedans ici du vaste latéral et en dehors qui commence un peu plus bas, pardon, du grand adducteur ici. Et ici, bien sûr, on aura le pectiné, petits adducteurs, etc. Voilà, ça c'est un rappel rapide de la partie haute de la ligne âpre. Et plus bas, évidemment, ici, on aura qui continuera l'insertion sur la lèvre externe de la ligne âpre. C'est évidemment le biceps fémoral, sa portion courte, sa portion fémorale. Donc maintenant qu'on a placé les terminaisons de la couche profonde, il faut placer les terminaisons de la couche superficielle. Pour ce faire, on va devoir représenter le fascia lata. Donc éventuellement, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est rapidement rappeler que ici à cet endroit-là, on a la terminaison du moyen fessier qui est recouvert par son aponévrose, donc qui est l'aponévrose fessière profonde. Et du coup, par-dessus cette aponévrose fessière profonde, donc on a vu que le grand fessier s'insérait en partie dessus, eh bien on va avoir une nouvelle aponévrose, donc c'est l'aponévrose fessière superficielle, qui, comme je vous l'ai déjà dit, est plus connue sous le nom de fascia lata. Et effectivement, donc il va y avoir une nouvelle insertion qui va venir recouvrir le moyen fessier et son aponévrose de recouvrement, et qui va constituer un épaississement important ici. On va représenter, voilà, je présente comme ça. Un épaississement important. Qui du coup est autrement appelé le tractus iliotibial et qui va être tendu jusqu'au genou et particulièrement jusqu'au tibia et à la patella où il va s'insérer. Donc ici on représente le fascia lata qui se continue par le tractus iliotibial. Alors bon, en fonction des dénominations, souvent le tractus iliotibial, comme son nom l'indique, est étendu de l'ilium jusqu'au tibia. Donc effectivement, ici il s'agit déjà du tractus iliotibial. Mais classiquement, de manière classique, effectivement la portion haute la portion libre des insertions du grand fessier en arrière et du tenseur du fascia lata en avant était appelée fascia lata, et à partir du moment où les insertions des deux muscles susnommés se faisaient sur ce fascia lata,
eh bien le fascia lata s'épaississait encore plus, jusqu'à atteindre une épaisseur d'environ 3 à 4 mm, et on l'appelait à partir de ce moment-là bandelette de Messia, qu'on appelle maintenant en nouvelle nomenclature le tractus iliotibial. Donc, les terminaisons du muscle grand fessier et couche superficielle vont se faire ici, donc on l'a vu, depuis les origines du muscle. Elles vont se faire ici, effectivement, sur en fait une ligne courbe, concave en avant, qui va en fait s'établir autour du grand trochanter que je suis en train de recouvrir ici. Et ici, on a effectivement l'insertion des fibres charnues du muscle grand fessier qui se font justement selon un axe, une courbe qui ne va pas recouvrir le grand trochanter. Et ensuite, du coup, effectivement, la terminaison va se faire depuis donc, les origines du sacrum et depuis donc, le feuillet, depuis l'aponévrose lombo-sacrée ici. On va avoir effectivement comme ceci les fibres d'insertion du coup qui vont venir renforcer et épaissir le fascia lata. Donc voilà pour les terminaisons de la couche superficielle. Intéressons-nous maintenant au trajet de ce muscle. À savoir, effectivement, donc là si on représente ici, comme ceci, qu'il faut veiller, quand on représente le muscle grand fessier, à ce que la ligne inférieure de la couche profonde soit inférieure à la tubérosité ischiatique. En effet, bien souvent, on fait trop l'erreur de tracer un trait qui va venir traverser la hauteur de la tubérosité ischiatique, ce qui n'est vraiment pas le cas. En fait, la tubérosité ischiatique est totalement recouverte par le muscle grand fessier et par sa couche profonde. Et d'ailleurs, heureusement pour nous, parce que sinon, la station assise serait nettement plus désagréable. Voilà, et ensuite, ici, voilà, on observe les fibres, le trajet, donc le bord supérieur de la couche profonde, le bord inférieur de la couche superficielle. Ce qu'il faut noter à cet endroit-là, c'est qu'on a une torsion des fibres, c'est-à-dire qu'il y a une partie des fibres supérieures qui vont se terminer à la partie inférieure du muscle, alors qu'à l'inverse, on va avoir une partie des fibres inférieures qui vont avoir un trajet oblique en haut, en dedans et en avant, et qui vont se terminer à la partie la plus haute de la ligne d'insertion de la couche profonde. Donc si on représente ça ici, effectivement, on aura comme ceci. Alors évidemment, je manque de place sur ce petit tableau, mais voilà, vous avez compris l'idée. On a les fibres d'abord comme ceci, et on a des fibres, enfin les fibres qui sont, on va dire, parallèles entre guillemets au bord du muscle, mais au sein même de ce muscle, on va avoir des fibres qui vont descendre, elles, vers la partie inférieure, et à l'inverse, on va avoir des fibres qui, depuis la partie inférieure des insertions d'origine, vont se diriger vers les insertions les plus hautes. Ce qui fait que la couche profonde est décrite comme torsadée. Du coup, voilà, on représente la couche profonde ici du muscle qui recouvre donc, comme on l'a vu, en partie le muscle moyen fessier. Et donc ensuite le trajet lui de la couche superficielle, on l'a déjà mentionné, on l'a déjà représenté. Donc naît
effectivement d'une aponévrose ici, l'aponévrose lombo-sacrée, et ensuite on va avoir un corps charnu, donc le plus volumineux de l'organisme, on l'a déjà dit, hein. Donc effectivement, voilà, des corps charnus qui sont en fait donc ici plutôt parallèles entre eux, mais dont les aponévroses de recouvrement vont délimiter des segments importants. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une fasciculation des deux couches, de toute façon, de manière générale, et surtout de la couche superficielle, où en fait l'aponévrose de recouvrement du grand fessier, ici, eh bien, s'insère entre des fascicules entiers musculaires et donc perfore d'une certaine manière le muscle. Voilà, comme ceci. Et en dessous, évidemment, on retrouve souvent, sinon tout le temps, puisque effectivement le feuillet, la couche profonde est beaucoup plus étendue que le feuillet de la couche superficielle, et bien effectivement on observe le débord ici de la couche profonde. Hein. Voilà. Voilà pour le muscle grand fessier, son trajet sur son feuillet, sa couche la plus superficielle. Effectivement, donc ici on a le fascia lata et ici on a l'aponévrose de recouvrement du muscle moyen fessier. Et en avant, petit mot très rapide sur la présence du muscle tenseur du fascia lata qui, avec le muscle, donc la couche superficielle du muscle grand fessier, vont former ici le deltoïde fessier de Farabeuf. Voilà. Donc par analogie avec le muscle deltoïde au niveau de l'épaule, au niveau du membre supérieur, et bien effectivement, analogie surtout d'ordre fonctionnel, mais pas tout à fait exacte, puisque si au membre supérieur on a affaire à une véritable nappe musculaire, ici on a donc un corps musculaire postérieur, un corps musculaire antérieur, et entre les deux on a du tissu aponévrotique, donc le tenseur du fascia lata et le tractus iliotibial. Mais l'ensemble ici va former le fameux deltoïde fessier de Farabeuf. Voilà. Et donc qui recouvre le muscle moyen fessier. Hein. Techniquement, le moyen fessier ne fait pas partie du deltoïde fessier. Pas plus que le petit fessier. Donc c'est vraiment une structure musculo-aponévrotique très superficielle, mais qui a un rôle important dans la stabilisation latérale du bassin et également dans l'abduction. Même si c'est un abducteur moins puissant que le muscle moyen fessier. Et donc, puisqu'on en est à parler de fonctionnalité, eh bien, il est temps d'évoquer les actions de ce muscle. Bon, petit problème technique pendant le tournage de cette vidéo, j'ai continué à présenter le muscle grand fessier alors que ma caméra a eu un petit problème, elle s'est arrêtée de me filmer. Donc ne vous inquiétez pas si vous apercevez que les schémas ont changé d'un coup et ont été complétés. C'est normal, donc je vais reprendre à partir du moment où la caméra a arrêté de me filmer, et du coup on va reprendre justement ce qui nous reste à présenter, c'est l'action du muscle, son innervation et sa vascularisation, ainsi que voilà, quelques éléments d'anatomie pathologique au niveau des bourses. Voilà. Donc l'action du muscle grand fessier, si on le prend de manière isolée, eh bien, on s'aperçoit en regardant l'orientation des fibres, que ça soit au niveau du faisceau de la couche profonde comme de la couche superficielle, que de par son emplacement par rapport à l'articulation coxo-fémorale, c'est un extenseur, d'un point de vue actif, il est extenseur du fémur sur le bassin. Ces fibres, globalement les plus superficielles, les plus supérieures, pardon,
sont plutôt à composante abductrice avec le moyen fessier et le petit fessier et le tenseur de fascia lata, alors que plus on descend vers les fibres inférieures et plus on va se retrouver sur une composante d'adduction, pardon. Et évidemment, j'ai oublié de le dire, mais avec l'extension, le muscle grand fessier est un muscle rotateur latéral très important. Donc ça, c'est pour les actions prises isolément du muscle. Et évidemment, le grand fessier participe plus largement à des fonctions importantes du corps. On disait en introduction de cette vidéo, effectivement, que le muscle fessier était une spécificité humaine, enfin en tout cas que le muscle soit à ce point-là développé et volumineux chez l'homme, se fait parce que effectivement nous sommes des bipèdes, nous tenons debout, donc c'est la conséquence de l'orthostatisme. Et du coup effectivement le muscle grand fessier participe à des fonctions primordiales de l'activité humaine, de la motricité humaine, à savoir la marche, mais pas la marche sur terrain plat. Parce que la marche sur terrain plat, le grand fessier n'est pas actif du tout. Il ne se contracte pas pendant la marche sur terrain plat. Ce sont plutôt les moyens fessiers, entre autres choses, qui assurent, et les ischio-jambiers évidemment pour la phase d'extension, qui se contractent. Le muscle grand fessier, lui, se contracte à partir du moment où vous allez commencer à marcher en côte, ou maintenant, de par la modification de notre environnement, lorsque vous allez prendre les escaliers, par exemple. Donc c'est à la marche, donc uniquement les phases ascensionnelles, les phases de marche en côte, ou justement les marches d'escalier. Et ensuite, justement, d'un point de vue dynamique toujours, évidemment, les autres activités importantes de la motricité humaine, la course, que ce soit la course de fond ou la course de sprint, et également le saut. Donc ça, c'est pour la partie dynamique avec point fixe bassin et point mobile fémoral. Et évidemment, on a l'inverse, donc point fixe fémur et point mobile bassin. Et bien là, le grand fessier va intervenir principalement justement lorsque vous allez premièrement vous pencher vers l'avant et au-delà d'un certain degré de flexion. Quand il va s'agir de vous redresser, eh bien effectivement, dans un premier temps, donc premier temps de flexion, quand la flexion n'est pas trop importante du tronc vers le bas, eh bien effectivement, ce sont plutôt les ischio-jambiers qui vont se contracter pour entraîner une rétroversion du bassin, évidemment à condition que les articulations du genou soient verrouillées en extension ou soient suffisamment en extension pour que la course des ischio-jambiers soit suffisante. Et ensuite, évidemment, au-delà d'un certain degré de flexion, c'est effectivement le grand fessier qui va se contracter puissamment pour redresser le tronc. D'où un grand nombre d'exercices en musculation qui vont viser à justement se pencher vers l'avant, buste droit, abdominaux gainés, et qui vont consister à du coup ramener les hanches vers l'avant en contractant les fessiers, pour le travail, on va dire, des grands fessiers. Donc ça, c'est pour la partie dynamique avec point fixe fémur. Et de la même façon, à partir du moment où vous êtes assis et que vous cherchez à vous redresser, vous passez de la position assise à la position debout, là aussi, le grand fessier va jouer un rôle primordial. Et du coup, évidemment, d'un point de vue statique, on va avoir le muscle grand fessier qui va avoir une action stabilisatrice du bassin, mais dans un plan antéro-postérieur, donc dans un plan parasagittal antéro-postérieur, contrairement au moyen fessier qui avait lui une stabilisation latérale du bassin. Donc voilà pour l'action de ce muscle. Nous allons passer à son innervation maintenant et sa vascularisation. Donc l'innervation du muscle, on va le voir. Donc là j'ai représenté le muscle piéiforme, c'est important de bien penser à le représenter. Donc d'ailleurs il est plus volumineux, là j'ai fait une arcade de buisson ici un peu trop grande, donc évidemment mon muscle piéiforme semble un peu petit. Bref, quoi qu'il en soit, retenez bien évidemment qu'ici on a donc dans la grande échancrure sciatique une division
lié au muscle piriforme en deux, un espace supra-piriformien et un espace infra-piriformien. Par l'espace supra-piriformien, on a le passage dans le canal glutéal de Buisson ici du nerf glutéal supérieur qui va aller innerver les muscles petits fessiers, moyen fessier et tenseur du fascia lata par la partie toute terminale du nerf. Et comme on l'a vu dans les vidéos consacrées aux muscles susnommés. Et par contre, on aura du coup une vascularisation effectivement via l'artère glutéale supérieure, anciennement l'artère fessière, qui effectivement va se distribuer elle aussi par ses branches profondes aux muscles que je viens d'évoquer, donc moyen fessier, petit fessier et tenseur du fascia lata, mais on va avoir également une branche superficielle qui, elle, va aller se distribuer à la face profonde, de la couche profonde du muscle grand fessier. Mais ensuite, à propos de l'innervation, eh bien, en fait, on va avoir l'émergence du nerf glutéal inférieur, anciennement le nerf ischiatique, petit sciatique, qui va effectivement qui va passer sous le bord inférieur du muscle piriforme pour aller s'épanouir à la face profonde du muscle grand fessier. Et là, à ce niveau-là, il a plusieurs modalités de terminaison. Une des modalités souvent décrites est une modalité assez proche, enfin équivalente à celle du nerf axillaire au niveau du muscle deltoïde. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un trajet circonflexe, donc qui va suivre le bord postérieur du muscle et se ramifier à sa face postérieure. Et du coup, on aura aussi des dispositions plus en bouquet, c'est-à-dire que dès que le glutéal va passer, le glutéal inférieur va sortir du pelvis, il va se distribuer en un bouquet de branches nerveuses qui vont aller de la même façon innerver le muscle en traversant évidemment la couche profonde pour rejoindre la couche superficielle, passer dans les espaces intermusculaires, les espaces cellulo-graisseux, et assurer la commande motrice de ce muscle. Et de la même façon, on aura la participation de l'artère glutéale inférieure, qui est justement, elle aussi, passe par cet espace infra-piriformien. Et du coup, effectivement, on aura également la participation de l'artère pudendale interne, anciennement la honteuse interne, qui justement, elle aussi, sort de l'espace du pelvis par l'espace infrapiriformien, contourne le ligament sacrosciatique pour pénétrer à nouveau dans le pelvis via la petite échancrure sciatique. Et au passage, elle donnera également des branches qui vont aller vasculariser, tapisser, se ramifier à la face profonde de la couche profonde du muscle grand fessier. Il ne faut pas oublier, du coup, il y a une distribution artérielle importante pour ce muscle, puisque, je vous le rappelle, c'est le muscle de tous les records, c'est le muscle le plus volumineux, le plus puissant et le plus fort. Donc évidemment, un tel muscle a besoin d'un apport sanguin conséquent. Et du coup, effectivement, puisqu'en plus on est sur de la fibre bien charnue ici sur le corps du muscle, et bien effectivement, la disposition, la structure du muscle explique l'importante vascularisation de cette structure. Et au niveau veineux, on a une disposition qui est satellite des artères. Donc une veine glutéale supérieure, ou des veines glutéales supérieures, des veines glutéales inférieures, ou une veine glutéale inférieure, et effectivement des branches qui vont rejoindre la veine pudendale interne, ou la veine honteuse interne. Voilà pour l'innervation et la vascularisation. Évidemment, l'innervation via le glutéal inférieur vient du plexus sacré, et du coup on est sur des étages métamériques ici, L5, S1, S2. Quelques mots pour finir d'anatomie pathologique. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas une pathologie caractéristique, emblématique du muscle grand fessier, mais on peut penser, entre autres choses, à la présence de deux bourses séreuses de glissement, qui donc sont l'une au niveau de la tubérosité ischiatique, en arrière des tendons proximaux des muscles ischio-jambiers, évidemment, et du coup aussi également à la face postéro-interne du grand trochanter, effectivement parce qu'on a sur ces insertions osseuses le
grand fessier, et donc sa partie la plus profonde, qui vient directement glisser sur ces saillies osseuses, hein, sur ces parties assez saillantes du bassin et du fémur. Et du coup, évidemment, les bourses se sont adaptées aux contraintes mécaniques locales et du coup assurent un glissement qui donc, en cas de dysfonctionnement, peut conduire à une inflammation qui va, elle, être douloureuse et entraîner évidemment des manifestations cliniques lors de certains mouvements ou de certaines positions. Puisque on passe beaucoup de temps assis, bah, évidemment, si on a évidemment une inflammation de la bourse au niveau ischiatique ici, au niveau de l'ischion, eh bien on peut s'imaginer que dans certaines situations, la position assise sera extrêmement désagréable. De la même façon, les contractions du muscle grand fessier pour assurer l'ouverture de la hanche ou pour assurer l'extension de la hanche, etc., peuvent elles-mêmes être douloureuses en cas d'inflammation des bourses ici. Ajoutons également que du fait, quelques éléments de topographie très rapides, mais on fera une vidéo vraiment sur la région glutéale et sa topographie, ajoutons quand même que de par son statut de muscle le plus superficiel de la région glutéale, de la région fessière, évidemment, si on ajoute à ça, j'en ai pas parlé, mais évidemment on a le passage du nerf sciatique ici qui va passer lui aussi par l'espace infrapiriformien, et on a tout un tas d'éléments vasculo-nerveux qui peuvent être l'origine de douleurs, mais le patient ou le malade se décrira bien souvent des douleurs situées justement en regard de la fesse. Et du coup, évidemment, il y aura de nombreux diagnostics différentiels à faire en fonction de l'étiologie, en fonction de l'étiologie de la douleur du patient et toutes les autres structures qui peuvent être elles-mêmes source de douleur. Donc évidemment, d'un point de vue clinique, il y a énormément de gens qui rapportent des douleurs dans la région fessière et du coup, eh bien, à chaque fois, il faut faire le diagnostic différentiel et s'assurer qu'on identifie bien la cause réelle de cette douleur. Voilà. C'est tout pour cette vidéo sur l'anatomie descriptive du grand fessier. Je vous rappelle, pour finir, que je mets à votre disposition des mini-formations et des ressources pédagogiques pour vous aider à améliorer votre méthode de travail et notamment dans le cadre de l'apprentissage de l'anatomie, hein, et notamment aussi la physiologie et la pathologie. Donc, si ça vous intéresse pour améliorer votre façon d'apprendre les disciplines médicales classiques, eh bien, il vous suffit de cliquer dans le lien de la description, vous abonner à la newsletter de la chaîne et vous obtiendrez du coup les accès vers ces contenus. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!